Bonjour, 13e cours de culture scientifique, première partie, une histoire de la théorie du Big Bang, présentation. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'univers. Alors, la cosmologie, c'est le nom scientifique, qu'est-ce que c'est? La cosmologie est l'étude des propriétés générales de l'univers. Et l'univers, c'est quoi? Eh bien, en fait, dans la définition du dictionnaire, peu importe le dictionnaire, vous trouverez l'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Considéré selon les philosophies comme la totalité des choses créées, création, alors c'est pas tout à fait l'hypothèse scientifique que la création, la totalité des êtres, l'ensemble des choses perçues, comprenant ou non la conscience humaine, ou l'ensemble des univers, les multivers prédits par la physique quantique. On aborde l'étude des propriétés générales de l'univers de manière théorique, c'est par exemple la vision aristotélicienne du cosmos ou la théorie copernicienne, que l'on a vu avec la révolution scientifique au XVIIe siècle, ou cette théorie du Big Bang, très moderne au XXe siècle. De manière empirique, oui, c'est l'ensemble des observations astronomiques, oui, les télescopes, depuis Galilée, le XVIIe, on observe le ciel, et des expérimentations, oui, on fait des expérimentations, bien sûr pas sur l'univers, mais dans les accélérateurs de particules où on retrouve le milieu dans lequel on pense était l'univers il y a 13,7 milliards d'années. Remarque, ne pas confondre avec la cosmogonie qui traite de la description de l'origine de l'univers. Mais c'est quoi juste cette théorie du Big Bang? C'est l'idée d'une évolution de l'univers au cours d'une histoire de 13,7 milliards d'années. Donc le mot évolution, le mot histoire, oui, notre univers a une histoire. Cette image d'artiste, c'est une espèce d'explosion au début, puis une expansion, nous dirions aujourd'hui, de l'espace-temps, avec la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, l'espace-temps, l'expansion. Donc cette durée, 13,7 milliards d'années. Donc l'idée d'une évolution de l'univers au cours d'une histoire de 13,7 milliards d'années est donc, s'il y a une histoire, il y a une expansion de l'espace-temps, et bien la découverte de l'expansion de l'univers, et 2, la reconnaissance d'une évolution du cosmos dans son ensemble à partir d'une origine singulière, une singularité en physique, quelque chose qui tend vers zéro, vers l'infini. Cette idée du Big Bang, on pense aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'explosion au sens littéral du terme. Donc les deux piliers de cette théorie dont nous parle ce physicien américain, Brian Greene, dans ce petit film, c'est les piliers, la cosmologie relativiste, la relativité générale, la description selon Einstein des concepts d'espace, de temps, de lumière et de gravitation, et la physique quantique, qui est la description des interactions entre particules élémentaires et des ondes électromagnétiques. Donc le milieu dans lequel nous vivons aujourd'hui, des énormes distances, des énormes masses, c'est la relativité générale, la théorie qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Et il y a 13,7 milliards d'années, l'infiniment petit, dans lequel était l'univers, c'est la physique quantique. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une théorie du tout. Oui, si aujourd'hui on est dans une situation où on nous parle d'expansion de l'espace-temps, si on met le film à l'envers, on remonte le temps, en fait il y a une contraction de l'espace-temps. Et si on comprime quelque chose, ça chauffe. Quand vous tenez le corps d'une pompe, que vous poussez l'air dans votre roue de vélo, votre main qui tient le corps de la pompe, vous allez ressentir une chaleur. La température va s'élever, oui. Donc là, si on fait le contraire maintenant, on a une dilatation donc, de l'espace-temps, ça veut dire que la température diminue. Et si on remet dans l'autre sens, la température augmente. Donc on peut penser qu'il y a 13,7 milliards d'années, c'est très très chaud. Et donc la chaleur, ça dissocie la matière. Et donc l'apparition des particules. Donc on sent bien qu'au départ, c'était un monde de particules. Oui, et c'est la physique quantique qui nous parle des particules. Alors qu'aujourd'hui, infiniment grand, infiniment massif, c'est la relativité générale. Des questions qu'il ne faut pas poser autour de l'univers. Qu'est-ce qui explose? On sous-entend la notion d'explosif. Et donc, qui a placé l'explosif? Dieu, peut-être? Dans quoi ça explose? En contradiction avec la définition de l'univers. L'univers, c'est le tout. Mais attention, on parle en physique quantique de multivers. Mais qu'y avait-il avant le Big Bang? Si on demandait à ce monsieur qui vient de décéder, Hubert Reeves, sa réponse était nous n'en savons rien. Et donc l'instant de départ, l'instant d'origine, on ne sait pas ce qui s'est passé et avant non plus. Il y a un horizon cosmologique, on peut voir jusqu'à un certain moment, mais après nous ne savons pas. Alors c'était quoi l'univers? On a dit, en fait, voilà une image de l'univers lointain prise par le télescope spatial Hubble, lancé en 1990. Lorsque nous regardons le ciel, on voit une mer, comme une mer parsemée de milliards de galaxies, composée de milliards d'étoiles. Nous vivons dans une des galaxies qui compose l'univers, c'est la Voie lactée, avec ces milliards d'étoiles, dont une est notre Soleil. Alors maintenant,
Si on pense que les galaxies visibles les plus lointaines, la lumière qui nous arrive provient de ces galaxies, donc émis leur lumière qui nous arrive aujourd'hui, il y a de cela une durée presque égale à celle de l'univers, soit 13,7 milliards d'années. Donc elles se situent à une distance, on passe d'une durée maintenant à une distance, lorsqu'elles ont émise leur lumière, au moment où elle nous arrive la lumière là, eh bien la distance, s'il y a 13,7 milliards d'années qu'a été émise la lumière, eh bien la distance parcourue c'est 13,7 milliards d'années-lumière de nous, ce qu'on appelle l'horizon cosmologique dont j'ai parlé avec Hubert Reeves. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, hein, c'est énorme quoi. Trajet parcouru par la lumière en une année à la vitesse de 300 000 km par seconde ou d'1 milliard km/h. 1000 millions de millions, 1000 millions de millions de... J'ai dit 1 milliard, oui, 1000 millions de kilomètres/heure, 1000 millions. Donc voilà une image en 2013, un petit film qui nous montre le télescope spatial Planck qui a permis de photographier l'univers dans toutes les directions. Et ce petit film est très intéressant, donc j'ai essayé de le résumer un petit peu. De quoi est donc fait notre univers? On se pose la question, comment s'est-il formé? Que va-t-il devenir? Eh bien, on sait bien que nous avons un soleil, autour duquel tournent des planètes. Donc c'est qu'une étoile parmi tant d'autres dans notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une galaxie spiralée, notre soleil est à un bord. Et l'univers, c'est des milliards de galaxies, des galaxies composées d'étoiles, de gaz et probablement d'une matière qu'on ignore, on ne sait pas ce que c'est, mais on lui a donné un nom, c'est la matière noire. Donc voilà, toujours une image fausse, donc on est aujourd'hui, les galaxies, les milliards de galaxies, l'immensité de l'univers, est-il fini ou infini, nous n'en savons rien. L'artiste a choisi de le dessiner fini, mais nous n'en savons rien. Donc, tout ce qui s'est passé là, tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien, ça provient, nous savons que tout cela s'est formé il y a des milliards d'années, donc au cours de 13,7 milliards d'années. Donc pour en savoir davantage sur l'histoire de l'univers, il faut aller très loin dans l'espace. En effet, nous savons que la lumière voyage à une vitesse finie, on vient d'en parler, 300 000 km par seconde ou 1000 millions de km/h, 1 milliard. Et elle est constituée de photons. Ces photons restituent des images en fonction de la durée de leur voyage. Donc plus on avance dans l'espace, plus on remonte dans le temps. Imaginons, nous nous retrouvions quelque part dans l'univers très très loin de la Terre. Nous pourrions rattraper l'image que la Terre a émise il y a des milliers ou des millions ou des milliards d'années. Vous êtes par exemple à la lisière de notre galaxie. Cela représente à peu près la distance parcourue par la lumière pendant 4000 ans. Nous pourrions donc voir l'image de la Terre à l'époque des constructions des pyramides, si nous étions à la lisière de notre galaxie. Imaginons maintenant qu'on se déplace par exemple vers une galaxie presque voisine de la nôtre, la galaxie d'Andromède qui est la plus proche de nous. Cela représente un voyage pour la lumière d'environ 80 millions d'années-lumière. Donc c'est la Terre au temps des dinosaures que nous verrions. Si nous étions à un endroit dans l'univers, eh bien la lumière qui nous arriverait de la Terre, elle aurait mis un certain temps pour venir. Partons le plus loin possible à 13,7 milliards d'années-lumière, à la place de la Terre, vous voyez un rayonnement lumineux qui baigne le cosmos. À l'origine maintenant, au départ, l'univers était opaque et dense. Cette matière complètement dissociée avec ses particules, à ce moment-là, la lumière ne peut pas circuler, elle est prisonnière de la matière. D'accord ? L'univers est opaque, on dit. Puis, quand l'univers est devenu transparent, la lumière, les électrons se sont fait piéger par les noyaux, les électrons mangeaient les photons, si vous voulez. Et à ce moment-là, la lumière, les photons se sont mis, la température a baissé, les électrons se sont fait piéger par les noyaux, il y avait moins d'électrons libres et donc les photons ont pu circuler. C'est l'histoire des isolants et des conducteurs, ça. On pourra en reparler, opaque et transparent de la lumière, le verre par exemple. Très peu d'électrons libres, c'est un isolant, mais la lumière passe à travers. La lumière étant libérée de la matière, une image s'est formée. Voilà, c'est cette image-là que l'on voit aujourd'hui. Et cela fait 13,7 milliards d'années que ce rayonnement baigne le cosmos à toutes les époques, dans toutes les directions. Ce qu'il en reste aujourd'hui, nous l'appelons le rayonnement fossile. C'est la toute première image de l'univers. Mais aujourd'hui, ce rayonnement était immensément dilué par l'expansion de l'univers, de l'espace-temps. Son énergie est donc très faible. Oui, la période des ondes s'est augmentée, la fréquence a diminué, donc l'énergie a diminué. Aujourd'hui, on le voit, on voit des couleurs qui ont été reconstituées, là, bleu, vert, rouge. C'est dans les faibles fréquences. Donc comment on mesurer la vitesse de la lumière? On l'a déjà rencontré. Voilà une ligne qui nous permet de voir le déplacement de la lumière entre la Terre et la Lune d'environ 1,3 secondes à la vitesse de la lumière. Galilée tente le premier de mesurer la vitesse de la lumière, il n'y arrive pas. Il met un personnage à gauche avec une lampe et un obturateur. Lorsqu'il va ouvrir sa lampe, la personne qui est à droite à 1,5 km
verra la lumière et libérera lui-même sa lumière de sa lampe avec un obturateur. Et à ce moment-là, le premier verra la lumière du deuxième arriver. Et la lumière aura donc parcouru 3 km à 300 000 km par seconde. Ça fait donc 0,01 milliseconde. Impossible de mesurer cette durée à l'époque. On n'avait pas les chronomètres très précis. On pense qu'on utilisait le pouls. Mais Galilée en conclut que la vitesse de la lumière doit avoir une vitesse finie. C'est Ole Rømer en 1675, avec une observation incroyable sur les satellites de Jupiter, sur le satellite Io, qui va être capable de nous donner probablement une évaluation de la vitesse de la lumière qui est vraiment pas loin de ce que nous avons mesuré aujourd'hui. Petit film, et c'est Léon Foucault avec une expérience très sophistiquée. Il fallait un très bon ingénieur pour réussir à construire tout ça. Et Léon Foucault va être capable de mesurer la vitesse de la lumière à 288 000 km par seconde avec un miroir tournant à vitesse folle. Enfin, c'est une très belle manip. Les dernières mesures de la vitesse de la lumière, donc on mesure très précisément la fréquence et la longueur d'onde d'une onde électromagnétique, on a vu la vitesse de la lumière, on arrive à pratiquement donc 300 000 km par seconde. Voilà. Une image de l'univers lointain prise par le télescope spatial Hubble, on l'avait déjà rencontré. Donc maintenant, si on a des milliards de galaxies dans le ciel avec des milliards d'étoiles dans chaque galaxie, alors pourquoi la nuit est-elle noire? Ça s'appelle le paradoxe d'Olbers. Pourquoi la nuit est-elle noire? Pourquoi l'univers est-il noir? Olbers nous dit, s'il y a réellement des soleils dans tout l'espace infini, qu'ils soient séparés par des distances à peu près égales ou répartis dans des systèmes de voies lactées, leur ensemble est infini et alors le ciel tout entier devrait être aussi brillant que le soleil. Car toute ligne que j'imagine tirer à partir de nos yeux rencontrera nécessairement une étoile fixe quelconque et par conséquent, tout point du ciel devrait nous envoyer de la lumière stellaire, donc de la lumière solaire. Eh ben non. Donc la réponse au 19e apparaît, au milieu du 19e, par un poète, écrivain, Edgar Allan Poe. Dans Eureka, il dit « Si la succession des étoiles était illimitée, l'arrière-plan du ciel offrirait une luminosité uniforme, comme celle déployée par la galaxie, puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan n'existait une étoile. Donc dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions est de supposer cet arrière-plan invisible, placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'ait jamais pu parvenir jusqu'à nous. Qu'il en puisse être ainsi, qui oserait s'aviser de le nier? Eh bien voilà, cette explication est toujours là. Oui, il y a des points du ciel où on regarde, ça nous apparaît noir, mais c'est que la lumière est en train de voyager d'une étoile lointaine. Donc il n'y a pas assez de lumière d'étoiles et de galaxies pour remplir complètement la totalité de l'espace. Maintenant, donc cet univers, eh bien oui, notre système solaire avec les planètes qui tournent autour, les milliards d'étoiles qui constituent notre galaxie, la Voie lactée, puis des galaxies un peu plus proches, la plus proche, la galaxie d'Andromède, on dit 2 millions d'années-lumière à 100 millions d'années-lumière, 10 000 milliards de kilomètres d'années-lumière. Notre galaxie, la Voie lactée, notre Soleil est sur un bord, elle est spiralée, et c'est un disque très mince de quelques 100 000 années-lumière de diamètre et de 1000 années-lumière d'épaisseur. Le Soleil est à 26 000 années-lumière du centre, qui serait un énorme trou noir. Et l'étoile la plus proche de notre galaxie, ce serait Proxima du Centaure, années-lumière. Donc la galaxie d'Andromède, millions d'années-lumière, l'étoile la plus proche de notre Soleil, années-lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Sirius, Vega, etc. Et toutes les étoiles sont en rotation dans un plan autour d'un centre. Notre système solaire, donc, on voit qu'il a une durée de vie déjà très importante, quelques milliards d'années, 4,5 milliards d'années, il en a probablement pour encore 4,5 milliards d'années à peu près. Et les planètes, eh bien, on peut les situer en millions de kilomètres ou en minutes-lumière. Donc on voit la Terre est à 8 minutes-lumière du Soleil et Pluton est à 5 heures-lumière. Toutes les planètes sont en rotation dans un plan autour d'un centre. À quelle vitesse tourne? Donc ce petit film, c'est assez spectaculaire. On voit à quelle vitesse elle tourne sur elle-même et autour du Soleil. C'est 1500 km/h sur elle-même et 100 000 km/h autour du Soleil. C'est énorme, quoi. C'est ce fameux principe de relativité de Galilée, le principe d'inertie de Galilée qui deviendra le principe de relativité d'Einstein. Et tout tourne dans un système solaire de 10 heures-lumière de diamètre, le Pluton était à 5 heures. La Terre nous entraîne d'abord à travers l'espace à raison de 30 km par seconde dans son voyage à 100 000 km/h, ce que je vous disais autour du Soleil. Le système solaire accomplit son périple autour du centre de la Voie lactée à 800 000 km/h. Mais la Voie lactée tombe à 300 000 km/h vers sa compagne Andromède, toutes deux faisant partie du groupe local qui s'étend sur une dizaine de millions d'années-lumière. Le groupe local de galaxies tombe à son tour à quelques 2 millions de km/h, attiré par l'amas de la Vierge dans le superamas local et le superamas de l'Hydre et du Centaure, s'étendant sur quelques 60 millions d'années-lumière. Le balai ne s'arrête pas, l'amas de la Vierge et le superamas de l'Hydre et du Centaure tombent sur eux-mêmes vers une autre grande
sur eux-mêmes vers une autre grande agglomération de galaxies que les astronomes ont surnommé le grand attracteur. Ces amas et superamas forment de gigantesques murs et filaments de centaines de millions d'années-lumière. C'est impressionnant. Eh bien, je vous remercie. Au revoir. À la prochaine fois.